Bonjour, bienvenue sur le podcast d'Herbe et Fourrage Centre-Val de Loire. Ici, des experts en élevage partagent leurs connaissances et conseils pratiques pour vous accompagner dans la gestion de vos fourrages. Je suis Sophie Dias, créatrice de podcast, et j'ai été choisie pour donner la parole à ces experts. Ensemble, nous allons explorer des solutions pour améliorer la performance et la durabilité de vos systèmes fourragers. Si vous vous questionnez sur la production et la gestion des fourrages, ce podcast est fait pour vous. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la récolte du foin en faisant un zoom sur les légumineuses. Et pour cela, nous avons avec nous Thomas Rochereau, chargé de projet fourrage à la Chambre d'agriculture régionale Centre-Val de Loire. Bonjour Thomas. Bonjour. C'est l'heure de faire son foin et de faucher. Mais avant, on va parler agroéquipement car il est important d'adapter son matériel à ses objectifs. Pourquoi c'est si important, Thomas ? Alors, c'est important d'avoir en tête l'impact du matériel sur la qualité du fourrage et aussi la perte de biomasse. En fait, avec une faucheuse conditionneuse à doigt ou à fléau, on va être très agressif sur le fourrage et ce qui va impacter une perte de biomasse jusqu'à 10%. Et cette perte de biomasse, elle va être principalement liées aux feuilles qui sont riches en protéines et du coup on va avoir également une perte de qualité. Comment on fait pour bien paramétrer ? Alors pour paramétrer avec une faucheuse conditionneuse à doigt ou à fléau, on va essayer de baisser le régime de la conditionneuse, de desserrer les tôles à l'arrière du conditionneur et essayer d'effacer les peignes. Ce qui va aussi permettre d'impacter le moins possible le fourrage, c'est d'utiliser une faucheuse classique à plat. Ou alors, dans une moindre mesure, ça va être d'utiliser une faucheuse conditionneuse à rouleau. Alors, on sait que pour faire ces foins, la partie séchage est aussi primordiale. Alors, comment on fait pour bien faucher dans l'optique de bien optimiser le séchage après ? Ce qui va permettre d'optimiser le temps de séchage, ça va être en fonction du seuil, du taux de matière sèche du fourrage. En fait, dans les premiers jours, 1 à 2 jours, donc avec un seuil à 40-45% de matière sèche, ce qui va conditionner, c'est l'étalement de l'andain. Plus l'andain va être étalé et plus le temps sera rapide au niveau du séchage. Et quand ça va être supérieur à 40-45% de matière sèche, ce qui va conditionner, c'est le type de faucheuse utilisée. Et là, quand on va vouloir optimiser le temps de séchage, on va utiliser des faucheuses conditionneuses. Et avec le point qu'on a vu précédemment, on va essayer de privilégier les faucheuses conditionneuses à rouleau, qui vont être beaucoup moins agressifs. Arrive la période du fanage et la mise en andain. Quelles sont les conditions pour intervenir ? Ce qui est important, c'est d'intervenir dans de bonnes conditions, donc c'est-à-dire juste après la rosée du matin ou alors tard le soir lorsque l'humidité commence à remonter du sol, quoi. Donc en fait, on recherche quand même un timing qui soit propice à une bonne humidité. Est-ce que tu as un exemple sur le terrain ? En fait, on dit souvent que lorsqu'on fauche par exemple le matin, juste au niveau de la rosée, lorsque les roues avant du tracteur commencent à être moins humides, et qu'on entend le fourrage craquer dans les toupis du fanage, et ben là, il est grand temps d'arrêter. Et là, on peut arrêter, sinon on va impacter grandement la qualité du fourrage. Il ne faut pas que ça craque. Alors finalement, quelles sont les conséquences sur les résultats si tu interviens dans des mauvaises conditions ? En fait, ça va impacter le fourrage, notamment par la biomasse, parce qu'on va perdre les feuilles et on peut impacter jusqu'à 20% de perte de biomasse, notamment si on intervient en fin de matinée ou en début d'après-midi, là où les températures sont beaucoup plus chaudes et que le fourrage est beaucoup plus craquant. Et alors au niveau qualité peut-être aussi ? Et du coup, en fait, le fait de perdre des feuilles, comme je l'ai dit précédemment, ça va perdre en qualité et on peut avoir jusqu'à 2 à 3 points de MAT en moins sur des récoltes de légumineuses. Alors maintenant, passons au pressage. Alors, quel est le moment idéal ? Alors, le moment idéal pour le pressage, c'est un peu comme on a dit précédemment. C'est souvent après la rosée ou alors tard le soir quand l'humidité remonte. Et alors là, pour limiter les pertes, qu'est-ce que tu conseillerais ? Alors, au niveau du pressage, on va essayer de désengager le rotocut s'il y en a un. Et on va essayer d'utiliser du filet pour essayer d'impacter le moins possible le fourrage et retenir les feuilles, notamment lorsqu'on récolte des légumineuses pour essayer de garder au maximum les feuilles et la qualité du fourrage. Alors, juste avant, il y a le séchage du foin. Quelle durée conseilles-tu
Et quel taux est souhaité avant de commencer la partie du pressage? Alors en termes de durée, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, Comme toujours. Les conditions climatiques, le type de matériel utilisé, mais on dit souvent qu'entre 3 et 6 jours, on peut commencer le pressage. Après, ce qu'on va rechercher, c'est le taux de matière sèche. Donc on va essayer de rechercher 82 à 84% minimum de matière sèche pour commencer à récolter. Est-ce qu'il y a un risque particulier lors du pressage, et notamment lorsqu'on constitue les bottes? Alors oui, il y a un risque. Si on presse un fourrage qui va être inférieur à 82-84% de matière sèche, on va avoir un risque d'échauffement du fourrage. Et d'autant plus, il est accentué si la densité des bottes est assez importante et notamment aussi si la taille des bottes est importante. Donc il faut avoir en tête cette notion-là et notamment si on sait qu'il y a une zone de fourrage qui est un peu plus humide parce que la parcelle à cet endroit-là, elle est un peu plus humide avec des remontées, et ben, il faut garder cette notion-là en tête pour surveiller la température des bottes dans cette zone-là à l'avenir. Donc être vigilant sur la taille des bottes et aussi la densité. Donc tu parles de repères à l'instant, est-ce que tu en as certains à nous partager ? Alors, les repères au niveau de la température, lorsque la température des bottes est inférieure à 40 degrés, là, on va avoir aucun préjudice pour la qualité du fourrage. Et lorsqu'il est entre 40 et 60 degrés, là, on va avoir un risque d'échauffement. On va avoir une couleur qui va légèrement être gris. On va avoir une odeur de pomme pourrie un peu. Et là, on va avoir une petite perte en qualité de 5 à 15% en valeur énergétique et on va avoir aussi une diminution de la digestibilité des protéines de 10 à 30%. Et alors, au-delà de 60 degrés ? Au-delà de 60 degrés, là par contre, on va avoir vraiment une couleur qui va être brun, un peu caramel. Donc là, on va avoir vraiment un souci au niveau de la qualité qui peut être vraiment impacté jusqu'à 15 à 30% de valeur énergétique en moins. Et une digestibilité au niveau des protéines qui va être impactée à entre 30 et 80% du fourrage. Donc finalement, une fois qu'on a mis en botte, ce qu'il faut surveiller, c'est toujours la température qui est primordiale. Sinon, ça peut aussi induire des risques d'incendie, j'imagine. Comment on mesure ? Alors oui, c'est important d'être vigilant sur la température des bottes. Notamment, on essaye de prendre des repères pas tout de suite après le pressage parce que la température, elle augmente progressivement. On va essayer de regarder la température 3-4 jours après si c'est fait en de bonnes conditions. Et si c'est fait dans de mauvaises conditions, un peu en précipitation, on va essayer de regarder la température 7 à 10 jours après le pressage pour regarder la température et notamment savoir si la température n'augmente pas au-delà de 80 degrés. Et là, peut y avoir des risques assez importants d'incendie. Donc, on va essayer de garder les bottes au champ pendant une vingtaine de jours. Oui, et pas les rentrer directement en bâtiment. Voilà. Alors finalement, si je résume aussi un petit peu avec toi et qu'on regarde les points de vigilance à retenir à chaque étape d'intervention, donc la première partie, c'est la fauche. Donc qu'est-ce que tu nous conseilles, sur quel point on doit être vigilant ? Alors sur la fauche, c'est le type de matériel et surtout l'agressivité du matériel qui va être primordial. Donc le paramétrage de l'agroéquipement. En deuxième, on a le fanage et la mise en andin. Donc là, on est sur les parties conditions météorologiques. Exactement, là, ça va être les conditions météorologiques qui vont impacter le fourrage. Pour la partie 3, donc le pressage, on est vigilant aux conditions de pressage, pareil, et aussi au type de matériel utilisé, enfin au paramétrage du matériel. Et au séchage également. Et au séchage. Et enfin, la quatrième partie qui est la rentrée en bâtiment. Là, sur ce point-là, comme tu le disais à l'instant, on doit être attentif à la température. Exactement, c'est la température qui va conditionner la rentrée en bâtiment des bottes. Tout ça pour optimiser la qualité et le rendement de son fourrage, bien évidemment. Alors Thomas, j'ai une toute dernière question. Si tu avais un conseil à donner à un éleveur qui souhaite maximiser la qualité de ses foins de légumineuses, ce serait lequel ? Alors pour maximiser la qualité, si on fait abstraction des conditions météorologiques, on va essayer d'utiliser une faucheuse classique à plat pour qui est beaucoup moins agressif. Et on va toujours intervenir dans de bonnes conditions pour essayer de limiter les pertes de biomasse et surtout la qualité du fourrage. Il faut vraiment suivre la météo quotidiennement, Exactement. Comme à chaque fois. Thomas, je te remercie pour ces précisions et je te dis à bientôt. À bientôt.
J'espère que vous avez trouvé des informations utiles pour accompagner votre réflexion sur la gestion des fourrages. Retrouvez des compléments sur le site internet et les réseaux sociaux d'Herbe et Fourrage Centre-Val de Loire. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, en particulier la région Centre-Val de Loire et le FEADER pour leur soutien financier. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux épisodes.